tout de suite. Le journal. Activité minière dans l'économie de la RDC, on va en parler dans ce journal. La Chambre des mines de la FEC en a évoqué au cours de sa 4e édition de la conférence trimestrielle. Vous suivrez les détails dans le journal. À la une également au Ghana, les commerçants de la ville d'Accra sont en grève de 3 jours. La raison, c'est la dépréciation de la monnaie nationale qui fait aussi monter les prix des biens et services sur le marché. 19h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Et sachez que, avant d'aller plus loin, nous sommes ici sur ce plateau avec un intervenant, monsieur Dieudonné Bonali, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fiston Oleko, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste à Géopolis Forum. Avec vous, nous allons décortiquer un point d'actualité. Mais d'abord, l'information. Au terme du forum qu'elle a organisé du 18 au 20, au 20 octobre sur l'activité minière et ses défis, la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a tenu la 4e édition de la conférence de presse trimestrielle au cours de laquelle elle a de manière claire et précise noté la contribution des activités minières à l'économie de la RDC. Edouard Funda. C'est en présence des journalistes, partenaires et d'autres invités des marques que la Chambre des mines a rendu public le rapport trimestriel des activités minières en République démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, la coordonnatrice de la Chambre des mines et initiatrice de l'activité s'est exprimée en ces termes. La Chambre des mines, dans ses prérogatives, communique à travers ses conférences de presse des informations véridiques sur le secteur minier afin de dissiper toutes des informations véhiculés par ses détracteurs et enfin redorer l'image du secteur à tous les niveaux. À l'issue de cette 4e édition, nous avons la conviction que vous sortirez d'ici en ayant appris définitivement que le secteur minier de notre pays est le réel, les poumons de l'économie congolaise et que l'État doit jouer sa part en termes de transparence et affectation des fonds issus de notre industrie minière. Pour sa part, le président de la Chambre des mines a noté malgré les failles qui existent, les avancées du code minier et a également souligné envers les signaux des activités minières en République démocratique du Congo, mettant ainsi en exergue, chiffre en appui, l'apport des activités minières dans l'économie du pays. Je disais, l'industrie minière a une année exceptionnelle cette année. Tous les signaux sont verts en termes de production. Tout cela veut dire beaucoup de retombées dans les escarcelles de l'État, mais également beaucoup de richesses créées. Et je continuerai à me marteler sur le terme richesse parce qu'une richesse n'a un sens que si elle est partagée de manière équitable. Il a par la même occasion vanté les exploits de la redevance minière, constatés et liquidés dans seules les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga au premier trimestre 2021. Parce qu'on a eu plus de retombées dans le secteur minier. 2 provinces, à elles seules, ont payé une redevance minière qui va presque autour de 650 millions de dollars. Et si nous prenons 650 millions de dollars, mesdames, messieurs, en rouge, c'est ce que ça peut faire pour nous. C'est énorme. Nous devrons de plus en plus nous poser la question de savoir où va cet argent, finalement. Je pense que 6 000 écoles, 64 universités, et j'en passe. Le programme des 145 territoires, il y a 1,7 milliard de dollars. Vous comprenez que si nous prenons ce montant-là, nous divisons par 2,5. Chaque année et demie, on peut financer un programme de 145 territoires. Juste après cette démonstration, une série de questions-réponses a sanctionné la fin de cette 4e édition de la conférence de presse trimestrielle et la dernière de l'année pour la Chambre des mines.
Voilà, la transition est tout trouvée. Comme je vous le disais annoncé ici, nous avons sur ce plateau un intervenant, Dieudonné Bouanali, avec qui nous allons parler justement de cette question des mines en RDC et l'activité minière, bien évidemment, et sa contribution dans l'économie de la RDC. Alors, monsieur Dieudonné Bouanali, nous avons suivi le reportage avec vous sur l'activité minière. Quelle lecture faites-vous surtout en ce qui concerne la contribution de l'activité minière ou l'industrie minière dans l'économie de la RDC en tant qu'analyste et journaliste spécialisé dans le secteur? Merci pour la question. Permettez-moi d'abord de rappeler que l'économie de la République démocratique du Congo repose essentiellement sur les ressources naturelles. Plus de la moitié du budget national vient de ces secteurs-là. Le président de la Chambre des mines, Louis Watoum, a raison de dire que les activités minières ont beaucoup apporté dans le développement social au pays. Il suffit d'aller visiter certaines entreprises minières, là je parle de leurs sites d'exploitation, pour comprendre ce qu'il y a eu comme changement dans ce secteur en termes de construction des infrastructures par les miniers. Là je parle des barrages, des écoles, des centres de santé, et l'aménagement et la réhabilitation de certaines routes et des dessertes agricoles. L'activité minière aussi permet au pays aujourd'hui, grâce au rapatriement des 40% des devises générées par l'exportation des produits miniers à l'étranger, cette activité permet aussi au pays d'engager des devises importantes pour soutenir l'économie nationale. Des devises qui, parfois, quand elles manquent à la Banque centrale, ça crée l'inflation et c'est la dégringolade pour notre monnaie nationale. Les miniers ont beaucoup fait. Peut-être il faudrait une émission spécialisée pour en parler. Oui. Mais en bref, j'appuie la position du président de la Chambre des mines, Louis Watoum. Ce n'est pas aussi n'importe qui. C'est un expert, un ancien DG de Kibali, des Borgakim. C'est un enfant du pays qui connaît bien les secteurs miniers congolais. Il a donné les avantages, il a donné aussi les inconvénients, et il a cité aussi certains problèmes sur lesquels l'État congolais devra beaucoup travailler pour que ces secteurs puissent encore apporter plus à la marmite nationale et trésor public. Alors, M. Dieudonné Bouanali, la République démocratique du Congo, le secteur minier a connu beaucoup d'évolutions. Nous avons le code minier de 2002, aujourd'hui révisé en 2018. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour pouvoir essayer un peu, parce qu'il y a déjà beaucoup de contestations au niveau du secteur, c'est-à-dire là on voit les acteurs. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire par rapport à ce code minier? Bon, aucune œuvre n'est parfaite ici-bas. Mais force est de reconnaître que le code minier de 2018 est meilleur que le code de 2002. Ça, c'est l'opinion du gouvernement, de tous les ministres des mines qui se sont toujours succédés au niveau de ces ministères à l'immeuble du gouvernement. Le code de 2002 a été élaboré et promulgué pendant que les pays étaient encore sous belligérance, voulais-je dire. Rappelez-vous du régime ou système 1+4, un président avec 4 vice-présidents. Oui. Et à cette époque-là, les pays étaient instables sur tous les plans sécuritaires, économiques et politiques. Donc c'est un code qui nous a été imposé par les partenaires au développement, dont l'Union européenne, et aussi par les institutions de Bretton Woods. Vous avez la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ce code prévoyait quelques avantages pour les opérateurs miniers qui avaient choisi la RDC comme terre d'investissement. Surtout pour les attirer. Voilà, surtout pour les attirer. On avait ouvert grandement nos portes pour attirer ces investisseurs. Parce qu'à l'époque, on avait un budget qui avoisinait plus ou moins 500 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de 14 milliards de dollars. Vous voyez là où nous venons. Avec un budget de plus ou moins 500 millions de dollars, les pays venaient de sortir de la guerre. Les tissus économiques étaient détruits, rappelez-vous de la guerre de Kisangani. Et il y avait des infrastructures inexistantes. Il fallait aussi organiser des élections. On ne pouvait pas organiser des élections avec 500 millions de dollars, reconstruire les pays. Il fallait alors profiter
du don que Dieu a mis en RDC, c'est-à-dire les ressources naturelles, et les ouvrir et appeler certains investisseurs parce que nous, on n'avait pas les moyens pour les exploiter. Et il fallait maintenant une loi qui allait les attirer. Et cette loi, c'est le code de 2002. Mais 10 ans après, en 2012, il y a eu maintenant des gens qui ont commencé à monter au créneau pour dénoncer ces codes-là, parce que c'était un code léonais. Ça profitait plus aux investisseurs qu'à l'État congolais. On parlait même des bradages. On a laissé totalement à l'abandon nos ressources naturelles. D'où il fallait les réviser parce qu'il y avait 10 lacunes qui ont été constatées dans ces codes-là. Rapidement, je vais les citer. Il y avait des régimes. Même 3. Nous n'avons pas tout le temps avec nous. Il y avait des régimes. Il y avait les régimes conventionnels et des droits communs. Il y avait... on donnait des titres miniers et des concessions minières aux individus. On donnait des titres de concession minière aux individus. Il y avait aussi la faible participation de l'État dans certains contrats de joint venture. Vous avez aussi l'absence des contrats types. À l'époque, on ne parlait même pas des cahiers de charges. Donc, un investisseur pouvait venir créer une entreprise minière, commence à exploiter nos minéraux, mais nous-mêmes, les populations de milieux où on exploite ces matières premières, on a profité de rien, pas d'hôpitaux, pas de routes, pas de centres de santé. Donc, il fallait réviser ces codes. Et d'ailleurs, si vous lisez les codes de 2002, vous les comparez au code de 2018, vous allez trouver que des 10 faiblesses constatées dans les codes de 2002, on a apporté 32 innovations. Et dans les 32 innovations, vous avez l'introduction du cahier des charges. Dieudonné Bolali, qu'est-ce qui dérange les opérateurs du secteur? Rapidement, il y a 32 innovations, dont les principales, c'est l'interdiction de donner des titres miniers et des carrières aux individus. On donne qu'aux personnes morales. Je reviens sur les questions qui fâchent. On n'avait pas prévu la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt que les miniers payent. C'est l'une des questions qui fâchent. On parle de la TVA qu'il faudra rembourser, la TVA déductible et la TVA payée. Il y a les stocks de la TVA non remboursés qui continuent à augmenter aujourd'hui. Selon mes sources, nous sommes à plus ou moins 800 millions à 1 milliard de dollars qui n'est pas remboursé. Vous avez aussi la question de la quotité, des 0,3% pour le développement communautaire. Ça n'a pas été prévu dans les codes miniers. C'est un décret qui fixe cette quotité et on oblige aux opérateurs miniers de payer cette taxe. Vous avez aussi les problèmes de déficit énergétique qui posent problème. Les miniers dépensent beaucoup d'argent pour acheter les carburants, pour faire tourner leurs machines, leurs usines. Vous avez aussi la non prise en charge de la subvention pétrolière. L'État paie les subventions pour les carburants que nous achetons, nous les particuliers, les citoyens. Mais pour les miniers, l'État ne paye pas. Donc il y a beaucoup de questions qui fâchent, pour lesquelles les miniers aimeraient qu'on se retrouve sur la table. Merci beaucoup. Nous revenons vers vous, le temps que vous soufflez un peu. On va continuer avec l'actualité. Visite d'État du président de la République, Félix Tshisekedi, au Ghana. Le chef de l'État congolais a séjourné pendant 24 heures au pays de Kwame Nkrumah, où il a rencontré son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Cette rencontre a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment sur les questions économiques relatives à l'exploitation minière. Suivez ce reportage. 21 coups de canot tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Vous êtes très bien passé.
Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Voilà, on revient à vous, directeur Dieudonné Boinali, et on va continuer avec cette question liée au secteur minier, mais l'on note aussi, depuis la révision de ce code minier, il n'y a aucun nouveau acteur qui est venu dans le secteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le texte révisé qui pose problème? Mais aussi, un autre volet de la question, il n'y a pas aussi l'engouement au niveau des Congolais, des entrepreneurs congolais dans ce secteur, de façon pour agir comme entreprise principale. On sait qu'il y a aussi des sous-traitants congolais, mais il n'y a pas vraiment de Congolais pour agir comme investir comme société principale. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas vraiment de problème des textes. Les problèmes se situent ailleurs. Le code minier de 2018, c'est un bon code. Il y a des gens qui étaient habitués à voir le Congo rester dans l'état des Far West, un état désordonné, mal organisé. Maintenant, nous avons un code qui est attractif, plus qu'attractif que celui de 2002. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était un code de la belligérance. Ça profitait plus aux investisseurs. Ce code de 2018 est très équilibré. Les questions qui fâchent tournent autour de la fiscalité. Vous avez les super profits qu'il faut commencer maintenant à taxer. C'est une question qui fâche. La TVA. Vous avez les subventions pétrolières qui ne sont pas remboursées pour les miniers. Vous avez les problèmes de déficit énergétique. La cause de stabilité qui a été réduite. Elle est passée de 10 à 5 ans. Ce sont des questions qui fâchent. Mais le problème se trouve aussi au niveau du déficit énergétique. Okay. Vous avez dit si le code est mauvais ou pas. Pourquoi il n'y a pas eu engouement et beaucoup d'investisseurs qui se sont bousculés au portillon depuis la promulgation de ce code 2018. Le problème n'est pas les textes. Le problème est le suivant. Nous avons promulgué une bonne loi, mais il y a certaines choses que l'État congolais, les gouvernements congolais devaient faire qui n'ont pas suivi. Vous avez par exemple investir dans le secteur de l'énergie. Okay. Réduire les problèmes des déficits énergétiques. L'industrie minière est très consommatrice de l'énergie électrique. Vous avez par exemple dans certains coins de la République qui sont dépourvus de l'énergie électrique. Un investisseur ne peut pas aller là où il n'y a pas d'électricité, même si vous avez les cobaltes. Il faut résoudre les problèmes de l'énergie électrique. Il y a aussi les problèmes de l'absence de paix et de l'insécurité. Nos mines se trouvent pour la plupart à l'est du pays. C'est une zone où il y a trop de bruit de bottes. L'argent des investisseurs n'aime pas les bruits. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'intérêt à pacifier l'est du pays. Il y a aussi le code des investissements qui a fêté il y a quelques mois grâce au partenaire ANAPI qui a organisé une manifestation. Aussi les 20 ans du code des investissements. On parle maintenant de sa révision. Certains investisseurs trouvent que le code minier est bon, mais le code des investissements n'est pas bon. Il faut les réviser 20 ans après.
C'est un code aussi qui date de l'époque aussi de l'avant-belligérance. Vous voyez, il y a un tas de problèmes qu'il faut résoudre. Vous avez la paix, vous avez les déficits énergétiques, il y a certaines lois qu'il faut réviser, surtout que nous venons d'entrer dans certaines zones de libre-échange, comme la communauté des États d'Afrique de l'Est, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc il y a certaines lois qui sont tombées en désuétude qu'il faut réviser pour attirer les investisseurs. Merci beaucoup. Et surtout protéger ceux que nous avons, le peu d'investisseurs que nous avons dans les pays, parce que si nous les perdons, ça aura un coup dur sur l'emploi et sur les recettes publiques. Merci beaucoup. Ça, c'était votre mot de la fin, M. Dieudonné Bonali. Je rappelle qu'on parlait justement du secteur minier et de sa contribution dans l'économie du pays. Merci encore une fois de plus d'être passé ici, mais aussi pour vos analyses pertinentes. On va continuer avec l'actualité. Cette information en bref. Signature du protocole d'accord entre le BCECO et l'OVD ce vendredi, représenté par leurs directeurs généraux Jean-Mabi Moulumba et Victor Ntumba. Ces deux établissements ont établi une nouvelle collaboration pour la réhabilitation de 78 km de la voirie de Kananga. Ces protocoles portent sur les modalités de collaboration et de répartition des compétences dans la mise en œuvre, suivi, contrôle et surveillance des travaux. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, sera co-président de la réunion mondiale sur l'aide au développement au nom du gouvernement congolais. Le ministre d'État va représenter la RDC à Genève, en Suisse, où se tiendra cette rencontre en décembre prochain. Patrick Ilunga pour le commentaire. Genève, capitale de la Suisse, va abriter une réunion mondiale sur l'aide au développement en décembre prochain. Jasper Sarro, nouvel ambassadeur de la Suisse en poste en République démocratique du Congo, est venu annoncer la nouvelle au ministre du Plan, Christian Mwando. L'ambassadeur suisse a informé le ministre du Plan qu'il a été choisi pour être co-président de cette grande rencontre mondiale. Notamment vis-à-vis des pays en développement, mais aussi les pays africains. Il m'a promis aussi de continuer à faire de la pub et de mobiliser d'autres ministres du continent afin de participer à cette conférence, parce que comme on le sait, plus qu'ils participent, plus crédible que les résultats seront aussi, et on peut espérer d'avoir un impact positif. Occasion pour le diplomate suisse de s'informer du rôle majeur que joue le ministère du Plan dans l'action du gouvernement en République démocratique du Congo. D'apprendre d'abord un peu sur les priorités de ce ministère, un ministère transversal, donc qui a un impact sur la politique de l'État de manière générale. Donc j'ai appris sur ses priorités. C'est aussi une occasion de remercier le ministre et son équipe de leur appui, de leur engagement dans le partenariat mondial pour rendre l'aide plus efficace. La Suisse soutient la RDC depuis des années à travers l'aide humanitaire, surtout dans sa partie Est, et intervient dans plusieurs projets de développement dans le domaine de la santé. Genève participe également aux efforts de la communauté internationale en se montrant flexible et prompte à réagir en faveur de populations défavorisées. On va parler sécurité dans ce journal. La question de la pacification de l'Ituri sous état de siège a été au centre des échanges entre le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des autorités traditionnelles de la province. Jeudi, ces chefs coutumiers ont présenté la situation sécuritaire de cette entité territoriale et quelques recommandations au chef du gouvernement, James Katalo, et chef de la délégation et grand chef du secteur de Bahema Sud. Il a parlé à la presse après les échanges. Suivez. Nous sommes venus juste lui présenter la situation sécuritaire de l'Ituri et faire certaines recommandations pour qu'il y ait une stabilité donc sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Donc néanmoins, nous avons eu à signaler certains problèmes et l'activisme de groupes armés auxquels nous avons donné des pistes de solutions. Il faudrait qu'il y ait l'accélération du processus PDDRCS et à cela aussi il faudrait qu'on puisse ajouter l'effectif militaire. Le Premier ministre a été très content d'abord de la visite des chefs coutumiers dans son cabinet et à cela il a été trop attentif à nous écouter
Et il nous a également donné des recommandations qui est celle de descendre dans nos entités respectives, de passer des messages de sensibilisation de la paix dans nos différentes entités, ou soit à la base communautaire. Et à cela, il nous a promis également le soutien d'effectifs du gouvernement central pour que la paix revienne sur l'ensemble du territoire de la province de l'Ituri. Voilà, on va rester en Ituri où les chefs coutumiers, un autre groupe de chefs coutumiers ont fait bloc derrière les autorités militaires en vue de faire échec à l'insécurité et aux activités subversives des groupes armés. Ils ont fait une déclaration commune dans le territoire d'Irumu au lendemain d'une attaque meurtrière dans cette province sous état de siège. Patrick Ilunga et Enoch Issei. De chefs coutumiers et notables de la communauté Télé-Sembouti condamne avec fermeté la récente tuerie des civils au village Massomé. Une prise de décision exprimée par une déclaration ce mercredi à la tribune officielle des Komanda, chef-lieu de la chefferie des Basili. Témoin de l'événement, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, colonel Simba Bungajan, mais aussi les commandants secteurs de l'Ituri, le général-major Niembo Abdallah et plusieurs autorités militaires et civiles. Un extrait de déclaration élu par un notable Bakina Jacques. Les autorités coutumières et les membres de la communauté Lesembut s'engagent à jouer ce rôle de sensibilisation pour encourager ses fils et filles de ne pas se faire manipuler par les ennemis de la paix. Appelle les brebis galeuses aux mieux perdus ici de sa communauté de s'abstenir de toute activité criminelle de quelque nature que ce soit sur toute étendue de la chefferie et de revenir au bon sens pour cultiver plutôt la paix et l'amour entre tous, gage de notre prospérité partagée. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur de l'Ituri, réitère la détermination des forces armées sous le commandement du lieutenant-général Lubuya Kashomadjoumi de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. Signalons que cette décision intervient 24 heures après une concertation communautaire initiée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu en collaboration avec certains partenaires de l'administration militaire afin de renforcer la cohabitation. Dans un autre registre, 5 millions de dollars américains, c'est le coût de financement du projet de consolidation et de stabilisation des communautés frontalières entre la RDC et l'Angola, initié par les Fonds des Nations Unies pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce projet vise à promouvoir la coexistence pacifique et l'amélioration de sécurité humaine le long de la frontière de deux pays. Patience Lokeki et Enoch Issei. Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a financé les projets de stabilisation des communautés frontalières par le biais des solutions durables pour le flux migratoire mixte et une gestion efficace des frontières entre l'Angola et la RDC. Ces projets, mis en œuvre par l'Agence des Nations Unies pour les migrations OIM et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, vise à promouvoir la coexistence pacifique et à améliorer la sécurité humaine le long de la frontière entre la RDC et l'Angola, en contribuant à une gestion efficace des frontières et à des solutions durables pour les populations en mouvement. C'est dans ce cadre que l'OIM, en collaboration avec le HCR, a organisé jeudi dernier dans la ville de Kinshasa la première réunion du comité de pilotage du dit projet pour s'assurer de son appropriation au niveau national. Prenant la parole en premier, Patrick Yav, coordonnateur pays AI du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, a fait savoir que les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix financent ces projets à hauteur de 5 millions de dollars américains. Selon lui, cet objectif sera atteint en améliorant les capacités de gestion et de coordination de deux pays, tout en créant un environnement propice à la coexistence pacifique autour et au retour volontaire. Pour sa part, le ministre du Plan Christian Mwando a salué l'initiative de ces projets et s'est dit persuadé qu'il contribuera à la stabilisation durable des communautés situées à la frontière entre la RDC et l'Angola. Le projet transfrontalier RDC-Angola concerne les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï central au Congo-Kinshasa. Le comité de pilotage se réunira chaque 6 mois pour formuler des recommandations en vue d'atteindre les objectifs assignés.
Mesdames et messieurs, on va parler actuellement de l'actualité au-delà de nos frontières. Cette page internationale nous emmène au Tchad où il est signalé des inondations. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, décrète l'état de siège pour l'état d'urgence pour contenir et gérer les dégâts. Une inondation dont plus d'1 million de personnes sont victimes, plusieurs habitations détruites et plusieurs hectares de champs engloutis. Edouard Funda pour les détails. Des inondations sans précédent au Tchad. Plus d'1 million de personnes issues de plus de 60 000 familles sont sinistrées. Le 19 octobre 2022, face au risque de sécurité alimentaire et aux moyens limités de subsistance, le président Mahamat Idriss Déby déclare l'état d'urgence dans le but de mieux contenir et gérer les inondations. Courant août 2022, seulement 33% du financement humanitaire requis pour le Tchad en 2022 a bien été reçu par les acteurs humanitaires sur le terrain. Depuis plusieurs mois, le Tchad subit des affres de pluies diluviennes, plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail englouties. 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays affectées par les eaux, faisant de nombreux sans-abri et des blessés. Les autorités nationales, les organismes, la société civile multiplient les actions d'urgence en faveur des victimes des inondations. Ce nombre a déjà dépassé celui de l'année dernière où plus de 250 000 personnes avaient été touchées par des inondations au Tchad selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Dans un appel conjoint, le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont demandé 2,5 millions de dollars pour fournir des abris, des produits de première nécessité et une protection aux victimes des inondations. Quittons le Tchad pour parler de la conjoncture économique au Ghana où depuis le mercredi, les commerçants ghanéens, précisément d'Accra, ont décrété 3 jours de grève pour contester contre la dépréciation de leur monnaie nationale, le cedi, face au dollar américain qui a atteint la barre de 37% et qui occasionne aussi la flambée des prix des biens et services sur le marché. Enoch Issei. Commerce fermé dans ces quartiers des affaires d'Accra, habituellement paralysés par des embouteillages. Les quelques commerçants qui sont là discutent sur leur grève. Le Ghana a enregistré en septembre une inflation historique de 37%, tandis que la monnaie locale, le cedi, s'est effondrée par rapport au dollar américain. Conséquence, les importations coûtent cher. Les prix et les droits de douane ont augmenté en raison de la dépréciation du cedi et de l'appréciation du dollar. Les importateurs ont donc eu du mal à importer des articles en raison de l'augmentation des droits de douane et les clients ne fréquentent plus les magasins. Le Conseil d'État, l'organe exécutif du président, a tenté de convaincre les commerçants d'annuler la grève en vain. Leur syndicat soutient que la fermeture d'un commerce n'est pas seulement une manière d'exprimer leur frustration, mais aussi un appel au gouvernement. Le cedi perd de sa valeur, ce qui signifie que nous perdons aussi du capital. Depuis hier, 10 cedis ne peuvent plus faire ce qu'ils pouvaient faire il y a peut-être un mois. Hier, lorsque nous nous sommes lancés dans cette action, $1 valait 13 cedis, ce qui est dommage. Il est parti de 8 et poussière et maintenant il est à 13 cedis pour $1. Le président Nana Akufo-Addo est critiqué pour avoir entamé des discussions avec le FMI pour obtenir un emprunt de 3 milliards de dollars américains. Il avait autrefois promis un Ghana sans aide. Cette discussion fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui accableraient davantage la population. Voilà, c'est avec ce point d'information que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Contribution de l'activité minière dans l'économie de la RDC, on en a parlé. La Chambre des mines de la FEC a évoqué cette question au cours de sa 4e édition de la conférence de presse trimestrielle. Vous avez suivi dans le journal. Au Ghana, on a parlé également de la ville d'Accra où les commerçants sont en grève de 3 jours. La raison, c'est la dépréciation de la monnaie nationale qui fait aussi monter les prix de biens et services sur le marché. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.